Monde sans argent, un Donc, monde. bienvenue à notre septième table ronde sur l'idée d'une société sans argent. Des penseurs et des auteurs se réunissent pour en discuter. Donc, sont présents aujourd'hui Thierry Long, qui est chercheur en sciences sociales dans la région de Cannes, Bernard Dugas aussi, qui est ingénieur et qui est le créateur, le co-créateur du jeu de la monnaie, et donc moi-même, qui suis le créateur de cette chaîne et qui a écrit un roman qui s'intitule La dernière conquête, prémisse d'un monde sans argent. Alors, le thème de notre septième rencontre est comment envisagez-vous l'éducation dans une société sans argent? Donc, je propose à Thierry de commencer. Ah, merci bien, bonjour à toutes et à tous. J'en profite pour te remercier, Yann, de nouveau hein, pour avoir insufflé cette dynamique sur ces réflexions. Et puis, en fait, tout un chacun, hein. Même si des fois nos idées peuvent paraître opposées ou complémentaires, je trouve que de maintenir un lien et de penser à un monde sans argent, c'est super. Et dans cette condition-là, effectivement, l'éducation, dans toutes mes réflexions, tient une place première. C'est la courroie de transmission finalement d'une transition, hein. Quelle que soit la société vers laquelle on veut aller, c'est une pierre angulaire d'un système et de transformation éventuelle si on le souhaite. Et peut-être que contrairement aux autres tables rondes, je vais prendre un tout petit peu plus de temps pour développer comment j'imagine ce type d'éducation qui prennent donc une place fondamentale et elle est tellement fondamentale que dans toutes mes réflexions, en fait, c'est souvent le dernier chapitre de mes livres, comme dans Un monde sans argent, où en fait, tout ce qui est expliqué hein, repose en fait sur ce qui est transmis et ce qui est souhaité en termes de développement individuel et collectif. Au jour d'aujourd'hui, l'éducation nationale, quels que soient les pays finalement complexes, les sociétés complexes ou les pays développés économiquement, elle cherche finalement à reproduire la société telle qu'elle est. C'est la mainmise de l'État sur le système actuel et l'éducation nationale, par ses programmes, par ses notes, par sa hiérarchisation, par ses orientations, par son appréhension technique, technologique, exclusive quasiment de l'éducation, euh, crée ce que Mérieux appelle des individus robots quelque part. C'est-à-dire des individus qui vont être de bons producteurs, de bons consommateurs, qui vont obéir, même si cette société les fait souffrir, même si c'est aliénant, même si c'est inconscient, ils vont quand même s'y accrocher et l'alimenter. Et quelque part, en faisant cela, ils contrarient quelque part les dispositions naturelles sur lesquelles je reviendrai de l'être humain en tout cas telles qu'elles sont montrées par la psychologie humaniste notamment, ou la psychologie transpersonnelle aussi, hein. Comme le dit un collègue anglo-saxon qui s'appelle Holloway, qui a écrit un livre en français traduit par La rage contre le règne de l'argent, nous ne sommes pas contre le système, mais le système est contre nous. En fait, c'est la même chose que de dire le système contrarie nos dispositions que je dirais naturelles, bien qu'on puisse en discuter. Et c'est là où je fais la transition d'une éducation à l'injonction d'être un autre, ce qui se passe à l'ère actuelle, c'est-à-dire que souvent on trahit nos aspirations, nos caractéristiques pour finalement se formater ou se conditionner pour trouver une place dans le champ social avec les critères de réussite qui sont prédéterminés à mon développement. Donc, d'une éducation à l'injonction d'être un autre, où je suis aliéné, à une éducation à la liberté d'être soi. Et c'est ça que je vais développer. Et quand je parlais des dispositions psychologiques naturelles, alors qu'il faut toujours mettre entre guillemets, hein, euh, auxquelles je faisais référence, eh bien, dans la psychologie humaniste, je peux penser à la joie, finalement, peut-être à l'autonomie avec l'autonomie. Alors là, l'autonomie, c'est très large, encore une fois, hein. C'est aussi bien sur le plan biologique, affectif, social, mais cette autonomie ne peut pas aller avec notre conception et notre conscience de notre interdépendance, c'est-à-dire que sans notre écosystème naturel ou social, on ne peut pas survivre, et que mon état et l'état des autres sont interdépendants et s'influencent réciproquement.
Et donc là, c'est la recréation de liens. Et quand je parle de liens, je fais référence à une autre disposition naturelle, neurobiologique, mais aussi psychosociale, qui est l'empathie. C'est-à-dire qu'on est profondément touché par l'état d'un autre ou d'une autre, même si on ne la connaît pas. On va dire par miroir. Et peut-être une dernière disposition sur laquelle que je peux souligner, c'est le goût naturel de l'apprentissage. C'est-à-dire que nous sommes profondément des êtres adaptatifs qui apprendront de toute façon ce dont ils ont besoin pour vivre dans leur écosystème particulier. Donc, finalement, ce que viserait ce type d'éducation dans un monde sans argent, c'est de rétablir les liens très rapides que j'ai brossés. Que ce soit donc les liens avec les autres, les liens envers la nature, hein, cette connexion avec la nature, cette restauration de l'attention vis-à-vis du vivant, aussi bien que les liens internes, c'est-à-dire la connaissance de soi-même. Finalement, ce serait une éducation qui serait beaucoup plus tournée vers les humanités, vers la biologie, vers en fait toutes les sciences du vivant, les sciences humaines et sociales faisant partie des sciences du vivant, qu'une éducation tournée vers des apprentissages techniques ou technologiques. Ce serait une éducation effectivement qui viserait à recréer ces liens, ces dispositions que la psychologie humaniste souligne comme étant naturelles. Finalement, ce serait une éducation qui donne une place large au questionnement existentiel très large, c'est-à-dire les questions majeures de l'humanité, le sens qu'on donne à notre vie, à l'amitié, à l'amour, à la souffrance, à la vieillesse, à la mort, à l'altérité, aux différentes cultures, aux différentes religions, puisque ce sont des phénomènes transculturels, et finalement qui serait davantage basé sur le développement spirituel, psychologique, physique et social que sur un développement, encore une fois, technique. Au moins au premier abord, c'est-à-dire le socle de l'éducation passerait sur ces questions, on va dire, plus largement philosophiques et biologiques par rapport à l'existence du vivant. Si je m'appuie sur une citation de Van Stappen en 2002, il dit: «L'enfant développe ainsi sa capacité à se relier à ce qu'il veut et aime plutôt qu'à ce qu'il craint.» Et aujourd'hui, malheureusement, nos sociétés complexes, sont énormément basées sur l'activation de nos peurs, de la peur de l'autre, de la peur de l'écologie, de la peur du vivant, bref, sur la dislocation de nos liens, plus que sur l'unification de ce qui nous rapproche. Pour l'unification de ce qui nous rapproche, cette éducation serait du coup basée sur la transdisciplinarité au sens très large du terme, c'est-à-dire mettre les disciplines ensemble pour éclairer notre réalité, notre connaissance de nous-mêmes, encore une fois, des autres et de la nature, c'est-à-dire de transmettre les connaissances au plus proche de ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire dans une vision holistique où tous les facteurs sont imbriqués les uns aux autres, hein, et s'influencent réciproquement. Quand je parle de transdisciplinarité ou de réunir finalement ce qu'on a séparé dans nos sociétés modernes, je pense aussi à la réunification des enseignements entre théorie et pratique, mais aussi entre corps et esprit. Réhabiliter ces liens. On apprend par corps, on apprend par esprit, on ressent par corps et on ressent aussi par esprit. Et je suis obligé de dire à chaque fois deux phrases, mais corps et esprit ne se posent pas la question. Quand on vit les choses, on les pense parfois plus que d'autres, on les ressent parfois plus que d'autres, on les vit donc de l'intérieur par toutes les dimensions qui nous habitent. Alors, comment arriver plus concrètement à ça? Eh bien, ce seraient des modes d'éducation en fait
qui se baserait sur les modes d'éducation alternative qu'on dit alternative nous aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que ça ne demande pas la présence de programmes. Les programmes, en fait, ce sont pour les ordinateurs, c'est pour les ordinateurs, et le modèle computationnel n'est pas un modèle qui me satisfait complètement pour l'humain, même si il a permis d'apprendre beaucoup de choses sur notre fonctionnement. Il n'en est pas l'ensemble et il ne peut pas épouser pour l'instant sa complexité. Pour rendre libre, autonome et responsable au sens premier du terme, c'est-à-dire s'assumer dans ce que nous sommes au sein d'un groupe ou de plusieurs groupes, l'idée c'est aussi de ne plus noter au sens quantitatif du terme. Ça ne signifie pas forcément ne plus donner de retour ou d'évaluation qualitative, mais ça évite la hiérarchisation. Euh, c'est de redonner aussi une place à l'incertitude. C'est-à-dire que aujourd'hui, la science est omniprésente. Elle justifie souvent beaucoup de choses. Elle explique certainement la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et elle manque énormément d'humilité, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on découvre quelque chose, on oublie de dire que cette découverte amène 10 000 autres questions qu'on ne sait pas. Et par rapport à cette incertitude et cette humilité, ça va de pair, hein, avec tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire la disparition de cette aliénation, donc de nos égos, et ainsi de suite. Donc avec cette incertitude par rapport à la connaissance, hein, à ce qu'on sait, à ce qu'on ressent, il y a aussi l'importance du droit à l'erreur dans l'éducation. C'est-à-dire que l'erreur soit perçue davantage comme un levier de progrès et pas comme un obstacle à notre évolution, à notre transformation. Finalement, c'est dans ces types d'éducation de planter là où c'est fertile, si je peux me permettre l'expression, et pas de forcer la terre dans ce que la société souhaite d'elle. En faisant ça, on développera forcément une motivation intrinsèque chez les gens qui a du sens. Et là, je reprends encore ce que j'ai dit, hein, jusqu'à présent. Finalement, ce que je suis en train de proposer comme éducation alternative, c'est un renversement complet des valeurs, hein. C'est-à-dire faire une place plus majoritaire à la coopération comparée à la compétition, faire une place plus importante à l'humanité et plus largement au vivant comparé à la rentabilité, réhabiliter l'intériorité comparé à l'extériorité exclusive, c'est-à-dire le paraître quelque part, ou d'avoir des standards de référence de réussite extérieure et peu intérieure, finalement, c'est de remettre les besoins humains devant les besoins économiques ou tout simplement les besoins humains devant, si on est dans une société post-monétaire. En fait, je pense que, comme je l'ai dit, hein, vous avez senti un petit peu que tout ce que je suis en train de dire s'inspire des éducations alternatives comme Montessori, Freinet, Steiner-Waldorf, etc., ou Sudbury, les éducations démocratiques, qui sont très marginales aujourd'hui et qui pourtant, on pourra en discuter, hein, mais il y a pas mal de recherches qui montrent que ces éducations, d'une part, rendent les gens plus heureux, encore une fois, hein, dans leur majorité, et d'autre part, académiquement meilleures. Voilà ce que je souhaitais pour l'instant partager avec vous sur l'éducation. Voilà. Bernard, tu souhaites ajouter quelque chose sur Euh, l'éducation? Comment conçois-tu l'éducation donc dans une société sans argent, une société idéale en quelque sorte, hein? pour le moment, ce que je conçois le plus, c'est des choses que je voudrais plus voir faire dans l'éducation. Et aussi, peut-être le premier point, c'est que justement, dans un monde avec monnaie comme aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont évidentes parce que c'est lié à la monnaie. Et si la monnaie n'avait pas été là, il y aurait eu aussi beaucoup de comportements qui ne seraient pas encouragés. Tu parlais du lien avec la nature. Dans le système monétaire actuel, tout ce qui vient de la nature est compté pour zéro. D'accord? Donc en fait, on ne tient pas compte de la nature. Quand on optimise les choses à partir de l'aspect monétaire,
C'est-à-dire quand on essaye d'augmenter les gains ou de diminuer les coûts, eh ben on le fait au détriment de ce qui vient de la nature, puisqu'on n'en tient pas compte. Donc, il faut aussi voir qu'il y a on est tellement perverti par le système actuel qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de voir. C'est comme demander aux gens de ne pas penser à la couleur rouge, c'est l'exemple le plus classique, alors on voit bien que c'est pas possible. Mais il y a des choses qui sont de cet ordre-là, c'est-à-dire, quel exemple je pourrais prendre? J'ai parlé de la nature, bah, tout ce qui est justement du domaine du gratuit, tout ce qui est du fonctionnement humain, tout ce qui est même l'économie. Aujourd'hui, dans l'éducation, on a l'enseignement économique qui est complètement séparé de l'enseignement scientifique. C'est comme si on ne faisait pas de maths en économie. Et c'est lié au fait que, justement, il y a des paramètres de la monnaie qui respectent pas les règles mathématiques et les règles de la physique. Et si ceux qui faisaient l'économie avaient un enseignement en physique, ils le verraient ça. Je fais référence au principe de prudence et au fait que la monnaie, c'est une dette, c'est un contrat, et en fait, on le compte comme un actif. Ça, c'est interdit en comptabilité. Et ça correspond en physique au problème de conservation de l'énergie. C'est-à-dire qu'on voit apparaître dans le système monétaire des valeurs qui n'existent pas dans la réalité. Bon, je pourrais revenir là-dessus, mais c'est des exemples où aujourd'hui, l'enseignement est complètement perverti par la monnaie, déjà. Ensuite, il y a un deuxième point qui est aussi un point général sur lequel je pense qu'il faut, enfin, qui est à la limite pas négociable, c'est que le rôle d'un gouvernement central ne devrait pas être aussi grand. Et en fait, un gouvernement central n'a pas à s'occuper de l'éducation, en fait. C'est le principe, je reviens au principe de subsidiarité, qui existe beaucoup plus en Suisse et que j'ai vu en action là-bas. Et le principe de subsidiarité, ben, c'est que tout ce que chacun peut faire à son niveau, il le fait. Et il ne demande de l'aide que pour ce qu'il ne peut pas faire lui-même. Et l'éducation, on n'a pas besoin d'avoir l'éducation à l'échelle d'un pays de 60 millions d'habitants, hein. Il y a peut-être des choses à mettre en commun au niveau d'une grosse agglomération, de ce qu'on appelle un département en France ou d'un canton en Suisse, mais on peut faire déjà plein de choses à ce niveau-là. Et peut-être le deuxième point en termes d'organisation, c'est que enfin, moi, de ce que je peux voir, ce qu'ils appellent le fonctionnement de milices citoyennes, qui existe pour l'armée, enfin qui existait en France pour l'armée et qui existe toujours en Suisse, où c'est les citoyens qui font leur service militaire, même tous les ans, ensuite, après le service initial, qui s'occupent de leur défense. Et je pense que ça devrait être la même chose pour tout ce qui est fonctionnaire et donc pour tout ce qui est service commun. C'est-à-dire qu'on va assurer dans notre vie, chacun, on va assurer une partie du travail de fonctionnariat, une partie des services communs. Mais on ne peut pas le faire toute la vie. Il faut se limiter à une durée, je ne sais pas, 10 ans, disons, ou 5 ans. Enfin, il faut voir en termes d'efficacité. Après, c'est la subsidiarité qui décidera. Mais je pense que chacun puisse devenir prof ou devenir fonctionnaire ou devenir hôtesse d'accueil à la mairie, bah, ça devrait faire partie du système de vie. Et ça a aussi amélioré beaucoup de choses parce que ça permettra à chacun de voir les problèmes des autres et pas de prendre du pouvoir parce qu'on a un poste, on a on a accès au bien commun en fait. Et on peut prendre des décisions sur le bien commun et donc favoriser certaines personnes plutôt que d'autres. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Même si c'est pas, s'il y a quand même beaucoup de gens de bonne volonté, mais même de bonne volonté, ça peut tourner comme ça. Ensuite, donc j'ai parlé de la nature et tu as parlé d'une autre chose qui me paraissait aussi très importante. Ben, en fait, euh, l'enseignement des techniques, quelquefois, effectivement, c'est pas, ça devrait peut-être pas autant en tout cas de la technique scientifique actuelle, ça devrait peut-être pas être autant comment dire, l'objectif principal de l'éducation actuelle. Mais je pense qu'il y a des technologies, enfin, il y a des techniques qui sont des techniques, parce que depuis, moi, j'ai pu les apprendre. À l'époque, je connaissais pas du tout de manière. Mais tout ce qui est communication, à mon avis, ça devrait être appris.
à l'école, parce qu'il y a de la technique derrière, hein. Des gens qui font du marketing, ils ont de la technique. Et donc ça devrait être presque une arme, une question d'autodéfense. Il faudrait l'apprendre à tous les enfants. Mais ne serait-ce que la communication, en général, la communication n'est pas enseignée. Et moi, je parle d'un mot que j'appelle le corpage, qui est en fait la généralisation antérieure, où on parle avec le corps avant de parler avec la langue. Donc, c'est pas normal de dire que le langage du corps, par exemple, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui me dit le langage du corps, ça n'a pas de sens. Mais le langage du corps, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des choses, en observant le corps des autres, on en tire des informations, souvent intuitivement, mais enfin, on peut le faire de manière un peu plus organisée. Et je crois que ça sera important parce que ça permet aussi de travailler sur les émotions. Et les émotions, tout le monde n'est pas... alors, comment il faudrait dire? Tous les gens ne sont pas égaux devant les émotions. Il y a des gens qui savent les capter et qui savent dans quelle émotion ils sont intuitivement, et il y en a d'autres, non. Et pourtant, ça joue sur beaucoup de choses, y compris le comportement en société. Parce que celui qui monte de la colère alors qu'il ne s'en rend pas compte, forcément, il va générer des communications qui ne sont pas tout à fait efficaces. Oui, j'en prie. Voilà. Je vais rebondir justement sur ce que tu dis, Bernard, par rapport au fait de l'importance du corps et de la communication. Il est vrai qu'il est aberrant, je vais prendre la parole, il est aberrant dans notre système actuel qu'on reste assis de 3 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, 20 ans plus, 8 heures par jour, sans parler à notre voisin. Hein. C'est ce que tu disais, Thierry. On est moulé en quelque sorte, hein, dans un système qui nous rend très individualistes. Et je pense que l'éducation dans une société idéale serait basée justement, il y aurait une grande importance du lien psycho-émotionnel, du développement psycho-émotionnel, de la prise de parole, de la relation critique et de l'importance du corps. Hein. Tu disais l'importance du corps et de l'esprit et pas simplement du par cœur, hein, pour rebondir à tes propos, Thierry. Donc moi, par rapport à l'éducation, la manière dont je vois les choses, c'est en relation au monde du travail. Hein, finalement, parce qu'on est formé pour travailler ou contribuer au collectif. Donc moi, ma petite contribution à l'idée postmonétaire, moi, je vois les 7 besoins fondamentaux, qui sont le logement, l'alimentation, l'accès aux biens utiles, l'éducation, la santé, l'accès aux loisirs et une fin de vie, la sécurité, une fin de vie dans les meilleures conditions. Moi, je pense qu'une société idéale doit pouvoir offrir gratuitement à chacun de ses citoyens, gratuitement, l'accès à ces 7 besoins fondamentaux. Et donc, tout le travail, toute la contribution au collectif va être simplement de accès pour offrir ces 7 besoins, pour que chaque personne puisse accéder à ces 7 besoins fondamentaux. Donc, les gens vont travailler dans le logement, vont pouvoir avoir plusieurs activités dans la santé, dans la production de biens, s'occuper des personnes âgées, etc., etc. Ce qui veut dire que l'éducation, l'école, dès l'âge élémentaire ou dès la petite classe, moi j'imagine un système en fait de passeport de compétences sur ces 7 besoins primaires. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, les classes de 3 ans à 6 ans, ça va être des classes d'éveil. Hein, on apprend, on est dehors. On peut déjà commencer à apprendre à planter, aller dans des fermes. Et à partir de l'âge élémentaire, on va dire vers 6 ans, on va commencer à accéder, à avoir des points de compétences pour chacun de ces 7 besoins. Hein, donc il va y avoir l'éducation telle que je l'imagine. J'imagine peut-être 50% de savoir théorique, donc tel qu'on le connaît maintenant, de l'écriture, des mathématiques, de l'histoire, de la biologie, etc., etc. 50%, mais aussi 50% de travaux pratiques pour accéder à ces 7 besoins primaires. C'est-à-dire qu'il y aura des intervenants en plus qui viendront dans les classes pour expliquer la construction, voilà, toutes les bases de la construction, comment on construit une maison. Ça veut dire qu'à l'âge de 18 ans, quelqu'un saura construire une maison ou pourra déjà commencer à contribuer quand il voudra pour partir dans la construction. Il y aura des intervenants pour créer des vocations. Parce que le système actuel fait qu'on a des jeunes qui ont 18 ans et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire dans la vie. Voilà, du tout. Et il faut qu'ils fassent un job, il faut qu'ils fassent des études, ça va être par rapport à l'argent, quitte à passer complètement à côté de leur vie. Hein. Et puis ce qui est aberrant, ce que tu disais Thierry aussi dans ton interview, c'est que
on va faire tous des études spécialisées, plus ou moins si on a la chance de faire des études, mais finalement, on ne sait rien faire sur le plan pratique. On n'est pas capable de réparer une douille, on n'est pas capable de faire de la plomberie, on n'y connaît rien à rien. Hein, le système actuel fait que si moi, par exemple, j'ai fait des études supérieures comme vous, si on m'envoyait dans le passé à une époque où il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait rien, alors je serais habillé avec ma chemise et mon jean, ils se diront, bon, lui, il est plus évolué que nous, alors ben, explique-nous. Alors je l'expliquerai, ben, nous, on a l'électricité, on a des systèmes d'irrigation, on a des miroirs, on a des fours à micro-ondes. Ben, vas-y, montre-nous, apprends-nous comment on fait. Je ne saurais absolument rien faire. Je ne saurais même pas faire du feu. Je ne sais même pas comment on ferait du feu si je devais en faire avec des pierres, du silex. Je serais vraiment emmerdé sans briquet. Et je ne sais même pas comment on ferait un briquet. Je ne sais même pas comment on ferait un miroir. J'ai fait des études super. Je sais même pas comment je ferais un verre. Bon, c'est fait avec du sable, avec des. Mais je ne sais rien faire. Et l'éducation, le test que je vois, c'est que dès l'étape élémentaire, mais dès le collège et le lycée, les jeunes apprendront d'une manière pratique à tout faire. Donc ça sera des lieux, ils vont sortir des classes, ils vont avoir des intervenants pour créer des vocations et commencer à accéder à des points de compétence. Ce qui fait que plus tard, quand les communes auront besoin de l'époque, de l'étape du travail, les communes feront des appels de compétences, ben, les gens auront déjà des niveaux de compétences. Alors j'imagine le système, par exemple, à l'étape élémentaire, ben, les élèves commencent à avoir un niveau 1. J'imagine une échelle, par exemple, de 1 à 10. De 10, on est ingénieur, docteur, on va dire, c'est niveau plus, ou dentiste, chirurgien, dentiste, on va dire plus, avec une spécialisation. Donc, une personne, par exemple, un élève en élémentaire, il pourra avoir déjà un niveau 1 pour chacun de ces 7 besoins de base. Hein. Un dans la construction, un dans la santé, les bases de l'hygiène, d'apprendre à respirer, les bases de l'éducation, peut-être prendre soin des autres. On peut imaginer déjà à l'école que ceux qui sont en grande classe prennent soin des petites classes. Donc, ils sont déjà tuteurs des autres pour apprendre l'empathie, comme tu disais, donc appeler à des vocations, et puis apprendre les bases de l'électricité, apprendre les bases de l'hémédisterie, apprendre les bases de tout, qui seront dans les 7 besoins. Et on peut imaginer, par exemple, au collège, avoir un niveau, par exemple, de 2 ou 3, en plus des savoirs théoriques, hein, d'avoir un niveau 2 ou 3 pour chacun de ces 7 besoins fondamentaux, et peut-être qu'au lycée, avoir un niveau de 4 ou 5, d'être capable d'être électricien, de travailler dans l'agriculture, de faire des systèmes d'irrigation, de réparer des inondeurs, de savoir à peu près tout faire. Donc, on aura des jeunes à 18 ans qui auront un niveau, on va dire, de 5, un niveau plutôt standard. Rien qu'avec ça, déjà, ils pourront contribuer à la société parce qu'ils auront les bases de l'agriculture, les bases de la logistique pour les centres alimentaires, savoir conduire, ils auront les bases de la santé, ils pourront ensuite se spécialiser en fonction de leur appel dans plusieurs activités, plusieurs besoins fondamentaux. Une personne voudra, par exemple, partir de la santé d'un niveau 5 pour devenir infirmier, par exemple, à niveau 6, et peut-être plus tard développer la dentisterie pour devenir assistant dentaire et plus tard se spécialiser. Donc moi, j'imagine vraiment l'éducation comme vecteur de liberté, de lien, d'ouverture aux autres, avec vraiment un apport de développement personnel, et puis surtout d'apprendre des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment pratiques. Voilà, avec ce système on aurait tous en quelque sorte un passeport de compétences qui fait que plus tard, les gens, les communes, hein, pourront dire, en ce moment, on a besoin, dans le domaine de la construction, de personnes d'un niveau 6 ou d'un niveau 7 ou d'un niveau 5, et les gens se spécialiseront dans la plomberie, dans l'électricité, quitte à devenir ingénieur pour construire des ponts. Là, on a un niveau 7, 8, 9, donc il y aura vraiment les gens qui pourront se spécialiser, mais même avoir un niveau 8 ou 9 ou 10, dans plusieurs, pour les gens qui sont doués ou qui ont envie. On peut imaginer quelqu'un être dentiste et être ingénieur, ce qui n'est impossible dans notre société actuelle, vu comment la médecine est ultra compétitive, ultra sélective, ultra difficile. Donc, ce sera vraiment un facteur de liberté et de rencontre à travers toutes ces activités où on sort de l'école et vraiment on rentre dans le vivant avec un aspect pratique.
Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça, Bernard, Mais, si tu veux, ou Thierry? ouais, Bernard, ouais. Mais rapidement. juste rapidement sur aujourd'hui, l'éducation est complètement séparée de la vie. Je peux voir l'exemple de mes grands-parents où à l'époque l'école elle était dans le village et donc les enfants allaient dans la ferme après l'école ou même pendant, c'est-à-dire l'école durait pas aussi longtemps qu'aujourd'hui. Et tu soulignais aussi qu'en plus à l'école ils sont assis, on peut pas bouger et tout. Ouais, aujourd'hui là je vous parle debout parce que je peux plus rester assis quoi. C'est juste pas possible. Mais donc là c'est déjà un Thierry? paramètre important sur à Oui, la fois voir comment les vocations de ses parents fonctionnent sans empêcher d'aller voir autre chose. bien sûr. Thierry, tu veux ajouter quelque chose? Ah ouais, ouais, merci bien. En fait, vos réflexions elles m'amènent à encore plus préciser concrètement ce qu'on évoque. Et effectivement, si je reviens sur la décentralisation dont parlait Bernard, en fait, elle est liée à ce que j'évoquais à la table ronde précédente sur la relocalisation de nos activités. C'est-à-dire que alors je sais pas quelle échelle, mais d'un point de vue écologique, on devra relocaliser nos activités. D'un point de vue aussi de la recréation des liens dont on parlait, il le faudra aussi. Et donc, à partir de là, à cette échelle, euh, comment la communauté, de quoi a besoin la communauté et qu'est-ce qu'elle souhaite produire, dans quel écosystème elle souhaite vivre. Et là se développeront certainement les besoins et les pratiques et les connaissances que tu évoques, Yann aussi, sur des besoins fondamentaux qui sont, comme tu le dis et comme le disent la psychologie, les psychologues humanistes, fondamentaux et qui sont proprement liés à la psychologie du bonheur. C'est-à-dire qu'on nous a menti et on continue à nous mentir en nous faisant croire que c'est des choses extraordinaires qui nous rendent heureuses. Et les travaux dans ce domaine montrent au contraire, on est désarmé de voir combien ce sont des choses simples qui nous rendent heureux, que ce soit tous les besoins que tu évoquais, de mettre la main dans la terre pour faire de l'agriculture, pour produire sa propre... ça arrive dans les premières choses. D'avoir un lien amical mais réel, pas avec des interfaces, ça arrive aussi dans les premières choses. Et c'est souvent pas des activités complexes. Donc c'est vraiment chouette. Je crois on est à peu près sur les mêmes phases quand on exprime ce niveau d'éducation. Oui. Mm. Et en plus, peut-être que ce que j'ai envie de dire, c'est que quelquefois l'enseignement est multi. En gros, en faisant de la musique, on apprend aussi le comportement en groupe. Ça, je C'est- pense c'est- que j'ai vu l'enseignement, par exemple, en Bolivie. À la fin de l'année, tous les élèves doivent défiler. Mais c'est eux qui font leur musique. Il y a ceux qui dansent, il y a ceux qui ils font un spectacle entier. Mais ils savent tous jouer du tambour ou de la trompette ou des choses assez compliquées. Mais la trompette, c'est pas l'instrument le plus simple. Et le tambour, même si ça paraît simple, il faut déjà maîtriser le rythme et la partie corporelle. Euh, donc, en D'ailleurs, fait, moi-même, ils doivent le faire ensemble, synchronisé. Donc, comme je l'imagine aussi par rapport à l'alimentation, hein, par rapport aux 7 besoins primaires, par rapport à l'alimentation, donc c'est l'agriculture, mais c'est aussi la logistique des centres alimentaires, mais c'est aussi savoir faire à manger. C'est-à-dire qu'ensuite, les jeunes pourront apprendre dès le collège, par exemple, ils pourront se spécialiser dans la cuisine française, dans la cuisine indienne, dans la cuisine japonaise, dans la cuisine chinoise. Et donc, plus tard, quand ils sont adultes, ils pourront travailler, contribuer au collectif dans des restaurants qui proposeront tel jour, par exemple, indien, mexicain, dans l'ensemble des villages. C'est-à-dire que tel que je voilà. le vois, dans chacune des communes, il y aura des restaurants, en quelque sorte. Donc, moi, j'imagine plutôt des buffets où les gens se servent à volonté plutôt que d'avoir un serveur. Mais les jeunes seront déjà capables, à 18 ans, ont acquis des savoirs, et rien qu'à l'école déjà, un petit peu comme les écoles Freinet ou certaines écoles Montessori ou autres, ils pourront déjà contribuer, apprendre à cuisiner avec les plus grands qu'eux, ceux qui seront au lycée tel jour, et puis avec les enseignants qui sont là pour les encadrer. Donc il y a vraiment Alors un ça, aspect. je peux te donner un exemple, c'est que j'ai vu il y a quelques jours une vidéo d'un Américain qui en fait découvrait le fonctionnement des écoles japonaises. Et il était très surpris parce que les enfants, il interviewe des enfants japonais, il pensait qu'ils se moquaient d'eux parce qu'il y a des enfants qui lui disaient ils aimaient le brocoli, ils aimaient des légumes
pour des Américains paraissent complètement, enfin, en dehors du hamburger, pour eux, c'était difficile. Et en fait, il expliquait que dans le système scolaire japonais, les enfants n'emmènent pas leur plat. Ils n'ont pas de plat tout fait, ils n'ont pas de cantine. Ils ont juste des légumes ils ont la nourriture brute. Et c'est les enfants qui doivent préparer. Je ne sais pas Tant si mieux. c'est vrai, mais enfin dans la vidéo, s'il y a des Japonais qui peuvent nous confirmer ça, mais ça fait partie aussi de la même chose. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un enseignement à deux facettes. À la fois, on apprend la cuisine, mais on apprend aussi le comportement et la santé du coup. Parce que quand on mange, à la fin, il conclut le reportage en disant que, effectivement, vu le nombre de personnes obèses en- en- aux États-Unis et le nombre de personnes obèses au Japon, ben voilà, ça marche leur système au Japon. Et par rapport au Japon, je pense que c'est un pays vraiment de l'excellence, hein. Ils sont sous pression, hein. C'est pour ça d'ailleurs ils picolent, hein. C'est vraiment le culte du patron, hein. C'est très particulier le Japon, hein. C'est une Oui, culture donc il n'y a merveilleuse, hein. peut-être pas Mais c'est tout quand à même la reprendre. culture, je pense, une école très, très stressante, où il faut avoir des postes très, très élevés. Donc là, ce serait l'antithèse du Japon par rapport à ça. Et puis par rapport aux États-Unis, là, tu parlais des États-Unis, il faut savoir que l'ensemble des pays anglo-saxons, l'éducation est très, très chère, hein. Oui. Dès l'école élémentaire, c'est environ 1 000 $ par mois. Donc, si tu as deux gamins, ça te coûte 2 000 $ par mois pour mettre tes gamins à l'école. C'est un business aux États-Unis, hein. En Angleterre aussi, en Australie aussi. Donc, c'est tout de suite engrammer, programmer les gens pour qu'ils, voilà, c'est le pognon, le pognon, le pognon. Et ensuite, après les études universitaires, on est environ à 40 000 $ par an d'école, hein. Une école de n'importe quelle de sociologie ou d'ingénierie ou d'être avocat, alors que ce sont les études sont gratuites en France, hein. En France, Mm. on a quand même l'éducation pratiquement gratuite. On a même des prêts pour les familles défavorisées, alors qu'aux États-Unis, on est vraiment dans le culte du dollar. Il faut même faire des prêts pour... Donc on se rend compte qu'en fait, le système actuel, dans beaucoup de pays et dans un grand nombre de pays en voie de développement, seuls ceux qui ont de l'argent peuvent partir vers des études supérieures. Et très souvent, il y a les familles même qui sont obligées de vendre des terrains ou vraiment de se sacrifier pour que leurs enfants puissent faire des études supérieures. Donc on est dans un système où il faut être le meilleur jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, il faut être le meilleur pour réussir des études qui sont très sélectives, où seuls les meilleurs réussissent, hein, quand même. Et en plus, faire un crédit de 40 000 $ par an, si on fait des études sur 5 ans, bah, ça fait 200 000 $, hein. Donc et 100, voilà. Donc ensuite, quand on commence à travailler, donc après tout ce stress d'études, quand on doit travailler, bah, il faut qu'on se loge, il faut qu'on trouve un job avec toute la compétition, il faut qu'on paye son loyer, etc. Il faut qu'on rembourse son crédit pour ensuite partir sur un crédit immobilier. Donc voilà le système ultra stressant dans lequel on vit, en fait, hein. En France et en Et- Europe, on a oui. vraiment de la chance par rapport à ça. Donc Mais il évidemment, reste un effet dont tu donc tout n'as ça pas parlé, mais c'est l'effet dont Thierry avait parlé un peu tout à l'heure, c'est qu'en même temps, ça implique une concentration géographique. C'est-à-dire que si es bon à l'école et tu montes dans des niveaux de spécialisation aujourd'hui, même en France, ben forcément, tu vas pas trouver de travail à l'endroit où tu es dans ton village, tu es obligé de partir en ville. Voilà. Donc en fait, c'est une immigration obligatoire, hein, par l'éducation. Et ça, c'est aussi très perturbant. Et pour Thierry, revenir pour revenir aux différents apprentissages aussi qu'on évoquait là, que ce soit la musique, la construction, l'agriculture, etc. Tous ces apprentissages, en fait, ils développent toutes les formes d'intelligence. Si on part sur la construction, ben forcément, il y a du manuel, donc ça va développer la motricité fine des mains, le corps qui est impliqué, mais forcément, il y a plein de géométrie, donc ce sont des mathématiques. Et pour se coordonner socialement, ben, il y a de la communication, comme l'évoquait Bernard, et donc cette capacité à pouvoir dire ses besoins sans que l'autre se sente entamé, que l'autre l'entende et que la construction continue à se faire, que ce soit sur le plan physique ou psychosocial en fait. Et finalement, on revient à effectivement l'apprentissage par corps, par cœur et par esprit. Pour développer ça encore, par rapport à ce que tu disais, Yann, dans mon imagination, effectivement, ce type d'éducation, s'il y a
lieux physiques d'école encore, ce seraient les lieux qui sont ouverts physiquement. Parce que là, en fait, quand je regarde des écoles et quand on les regarde, ce sont quasiment des prisons, hein. Il y a eu des travaux anthropologiques d'analogie entre la vie à l'école et la prison, que ce soit sur le plan physique, lors de la promenade dans la cour, enfin, voilà, c'est quand même très oppressant et on l'intègre. Donc, dans une éducation d'un monde de demain sans argent, ce serait des éducations ouvertes, perméables, comme tu évoquais, hein, qui est des passerelles intergénérationnelles, qui est des ingénieurs qui viennent expliquer la construction, qui est pourquoi pas quelqu'un spécialiste dans la communication ou l'intelligence émotionnelle pour faciliter la fluidité du groupe. Et là, on est vraiment encore une fois, dans la création de liens et d'un vivre ensemble au sens structurel du terme. Et pas qu'un discours lancé comme ça, parce que c'est vrai qu'on a envie de faire ça tous, mais ça reste souvent un discours. Et pour revenir à nos incapacités fondamentales, moi, ça, je l'ai ressenti au Covid, hein. Moi, j'ai fait mes confinements en montagne, donc c'était super dans la nature. Mais là, d'un coup, je réalise que si la seule boutique se ferme, je ne sais rien faire. Alors je me dis, oui, l'eau, je sais où la trouver, il y a des rivières assez pures, je sais où aller. Mais je sais Mais pas c'est interdit, construire. hein. Ah, mais peu importe, j'aurais quand même bu dans les Oui, non, rivières. mais c'est pour dire qu'on a un niveau Ah, de d'accord. complexité qui est pas. Et voilà, je me suis aperçu effectivement que eh ben, je pourrais pas m'alimenter. Je sais pas cueillir ou très peu. Je sais pas chasser si jamais si jamais je suis omnivore. Et je sais pas cultiver. Donc les choses fondamentales, je ne sais pas je ne sais pas les faire ou très très peu. Effectivement, comme toi, je me suis Pareil, senti pareil démuni. comme moi. C'est pareil. On nous rend quelque part euh, soumis, dépendants du système, quelque part, hein. C'est vrai, hein, alors C'est vrai. on devrait mettre la main dans la terre. Hein, les enfants, ils aiment faire des châteaux de sable, ils aiment le toucher la terre, faire des cabanes quand on est plus grand. C'est en fait une évolution. On revit toute l'évolution depuis l'homme des cavernes, hein, finalement, dans notre évolution en tant qu'enfant, hein. Et on peut tout toucher, on peut tout explorer. Alors que finalement, ça, on va le faire dans les petites classes, mais on le fait plus après. Et Voilà. ouais. On Alors ça, devrait c'est le faire. les techniques matérielles, mais il y a aussi des techniques, comment dire, intellectuelles qu'on devrait apprendre, qui sont pour moi essentielles ensuite dans la vie. La première, c'est le fait qu'on puisse gérer plusieurs hypothèses en parallèle. Et qu'on ne peut ne pas savoir si elles sont justes ou fausses. Ça peut être, on n'a pas encore assez d'informations pour savoir si elles sont justes ou fausses. Ça, en maths, c'est les probabilités. Mais ça devrait être une des bases de savoir qu'aujourd'hui, on nous dit, bah, soit c'est juste, soit c'est faux, hein. Et puis, ce qui est à l'école, c'est juste. D'avoir Euh, un esprit critique, voilà, d'avoir des ça- débats, d'avoir, voilà. oui, mais il y a un esprit critique, ça c'était. Mais il y a une base vraiment mathématique solide là-dessus. C'est-à-dire que c'est même pire que ça, c'est quand justement ce qu'on apprend quand on commence à faire des mathématiques un peu plus opérationnelles, et c'est ça. À une époque, ils appelaient ça la logique floue, mais c'est des probabilités conditionnelles. Mais apprendre ça, c'est savoir que ça existe, en tout cas, pas l'apprendre en détail, on n'a pas besoin d'apprendre à calculer, mais savoir que ça existe et que ça fait partie de l'outil intellectuel de base. Avec une deuxième chose il y a beaucoup de gens, je me suis rendu compte, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas gérer ça, mais le concept de variable. C'est-à-dire une boîte avec une étiquette dans laquelle on peut mettre des choses différentes et sur lesquelles on puisse raisonner. Ça, c'est quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. On apprend ça, je pense. En tout cas, je me souviens plus en quelle classe ils étaient, mes enfants, mais quand ils ont appris ça, ça a changé vraiment qualitativement leur capacité de raisonnement. Effectivement, les bases logiques ou la logique, on l'étudie peu, c'est-à-dire les conditions de production de nos connaissances. Mm. Et donc l'épistémologie, en fait, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on sait, et tout ce qu'il y a derrière ce qu'on ne sait pas, et le fait que la plupart des théories en sciences de la vie et de la Terre ont été invalidées au cours du temps. Donc voilà, en fait, ça revient au fait que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir de l'humilité, de la curiosité, de l'ouverture en connaissance de cause, c'est-à-dire en conscience. Et effectivement, hein, d'avoir toutes ces éducations permettrait de rentrer de plus en plus en conscience
de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise, mais aussi de tout ce qu'on ne connaît pas, qui existe, peut-être qu'on ne connaîtra jamais, mais ça fait partie en tout cas de nos écosystèmes. Et toutes ces bases-là, elles me semblent aussi effectivement importantes parce qu'en fait, elles sont encore une fois transdisciplinaires. Oui. Voilà, puis on se rend compte que l'école serait... Moi, j'ai beaucoup aimé l'école, hein. On passe la première partie de notre vie, hein, jusqu'à, je dirais, de 20 ans ou plus, à l'école. C'est quand même important, hein. Et je vois les jeunes aujourd'hui qui sont addicts aux écrans. Hein, c'est voilà, les jeunes, dès qu'ils ont 14 ans, ils ont l'ordinateur dans leur chambre. C'est jusqu'à 3 heures du matin, la plupart des jeunes, hein. Et les parents, s'ils s'y opposent, c'est la crise, quoi. C'est la crise, c'est du chantage, hein. Et je pense que dans ce système d'éducation, justement, où les jeunes vont apprendre des choses, ils vont sortir, ils vont faire des stages d'une semaine, ils vont avoir des copines, et voilà, ça va sortir de la maison pour faire autre chose qu'être rivé devant un écran à regarder des jeux vidéo jusqu'à l'âge de 20 ans, 25 ans. On est dans un système de fou, en fait, hein. On est dans un système d'éducation hors sol. On n'est plus connecté du tout au vivant. Et on est rivé dans des écrans à apprendre des choses qui ne nous intéressent pas. Et je vois, moi, personnellement, c'est en cinquième que j'ai eu cette prise de conscience et je m'en souviens complètement, parfaitement. J'étais en cours, mais je m'en souviens consciemment. Et j'ai eu comme une énergie, une prise de conscience qui est tombée. Et j'ai regardé autour de moi, et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça va durer, ça va être comme ça en cinquième, ça va être comme ça encore jusqu'au bac. Et après, je vais être assis à répéter mes leçons avec mes petits trucs d'anglais, mes petits machins, à répéter l'histoire de géo, machin. Ça va être comme ça, être assis jusqu'à... Et je me suis dit, putain. Et là, j'ai eu un gros coup de blues. J'ai compris qu'en fait, c'était pas ça qui m'intéressait, moi. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup la musique et danser. Il y avait une série américaine où on voyait des gens qui dansaient. C'était une école de danse. Je sais plus comment ça s'appelait, cette série américaine. Et je me disais, j'aimerais tellement être dans une école où on bouge, où on se rencontre, on fait des choses, pas simplement être rivé. Et du coup, moi, mes résultats, ça a été à partir de la cinquième, c'est descendu, j'ai redoublé ma troisième. Et après, ce qui a été la meilleure chose de ma vie, d'ailleurs, de redoubler ma troisième, parce que du coup, je suis tombé dans la classe en dessous et j'ai rencontré mon meilleur ami avec lequel j'ai monté un groupe de musique. Et dont la mère était professeure de yoga et qui m'a présenté à celui qui allait être mon enseignant en ostéopathie, qui a découvert une méthode d'ostéopathie. Donc, si j'avais pas redoublé, j'aurais pas rencontré cet ami, je serais pas tombé dans sa classe, avec lequel ça a changé ma vie. Donc, comme quoi. Et par la suite, après, j'ai compris que finalement, avoir la moyenne, ça me suffisait. Et donc, je me suis contenté de la moyenne jusqu'à mon bac. Puis après, j'ai fait quelques années de fac. Puis après, j'ai monté mon entreprise pour partir voyager dans le monde. Donc, et m'affranchir de l'école et de la peur de résultats d'un diplôme. Et sans mon diplôme, je vais aller à l'usine, comme disait ma mère. Il m'a fallu quand même du courage pour sortir du système scolaire et pour créer mon entreprise. Finalement, on n'a pas besoin d'avoir de diplôme pour créer une entreprise. On peut employer des gens, par contre, qui ont des diplômes super élevés, qui vont bosser pour nous, hein, dans un rapport du concret, hein. Mais moi, je me souviens vraiment, à l'âge de 12 ans, de cette prise de conscience, de regarder les jeunes autour de moi et de me dire, merde, qu'est-ce que c'est que cette énergie qui me tombe dessus? Tout d'un coup, je sors je prends recul avec ma position d'écolier et je vis complètement autre chose. Je me dis, merde, ça va durer encore comme ça longtemps. Ah, donc je sais que tous les deux, vous avez fait des études longues, hein, d'ingénieurs difficiles et de doctorat, hein, aussi. Comment vous avez vécu vos écoles, justement? Vous étiez plus jeune, hein, forcément, vous avez cette envie de réussir, d'aller au bout de vos études. Comment vous avez vécu personnellement vos études? Thierry, par exemple? Il y a eu plusieurs phases aussi, enfin deux certainement comme toi. Euh, Moi, pour plein de raisons hein, différentes, j'étais très très normé et l'école n'a jamais été un problème. Je me suis jamais posé de questions parce que ça m'était, enfin, je répondais aux attentes. Je me suis non plus jamais posé de questions pour mon orientation. Du coup, on m'a orienté par rapport à mes notes, ce qui m'a fait aller en classe prépa en maths sup. Donc, en fait, j'allais être ingénieur sans y avoir pensé. Et là, ça a commencé effectivement à être difficile pour moi parce que ben justement, le corps frétillait. Là, je faisais plus que travailler, je bougeais plus et j'ai recommencé à faire des joggings quotidiennement. Donc forcément, j'avais moins de temps, j'avais besoin de récupérer.
Je suis quand même allé faire maths physique avec un DUG à la fac après en sortant, et ça avait de moins en moins de sens en fait, jusqu'à ce que mon père me fasse visiter l'aérospatiale où il travaillait. Et là, là, ça s'est complètement éclairé où je me suis dit, ben, je peux pas, en tout cas, je me vois pas, je me projette pas comme ça dans ma vie. Et c'est, en fait, finalement, je le pensais pas. Et c'est justement ces espaces dont on parle, en fait, ces espaces pour penser, pour pratiquer, pour se connaître, que j'ai pas eu et que peu de gens, finalement, ont. Et j'aurais pu, en fait, peut-être passer une vie comme ça, hein, sans réfléchir, entre guillemets, hein. Et j'ai pris une année sabbatique où où j'ai été éducateur sportif pour le coup. Euh, et là après, j'ai connu les STAPS, les facs de sciences du sport, qui ont été un épanouissement complet social avec l'ambiance qu'il y avait parce qu'il y avait des petites promos avant. Il y avait justement pratique et théorie. Il y avait dans la théorie toutes les disciplines, c'est-à-dire qu'on pouvait faire de la biomécanique avec de la science physique, mais aussi de la psychologie du sport, etc. Pour ensuite, plus tard, vers le doctorat, m'orienter vers les sciences humaines et sociales pour finir, depuis 10 ans, je suis dans un laboratoire d'anthropologie et de psychologie généraliste. Donc, c'est vrai que ouais, c'est un parcours qui, qui révèle comment on s'oriente vers ce qui nous anime le plus. Et ça m'avait pas été permis structurellement. J'ai dû prendre une pause, c'est-à-dire sortir quelque part, comme toi, ça t'est arrivé, mais moi j'ai dû sortir du système un an pour penser, parce qu'il n'y avait pas d'espace sinon dans ce système pour le faire, en tout cas pour moi. Mm. Ouais. Comment tu as vécu ta scolarité justement éducative de 3 ans à 25 ans, toi, Bernard, rapidement? Euh, Moi aussi, ça se passait très bien. Je pense que avec le recul, ce que j'avais, c'était une capacité de concentration. C'est-à-dire que je me souvenais du cours après. Et ça, une fois qu'on a la concentration et la mémoire qui va avec, ça résout beaucoup de problèmes. J'ai aussi eu la capacité enfin, mon père était aussi dans la partie technique. Il était aussi ingénieur, mais il bricolait beaucoup. Et du coup, à la maison, je bricolais beaucoup avec lui. Et il m'a dit que je lui avais réparé une radio à 3 ans déjà. Donc, j'avais vu un fil qui était cassé. Et bon, ouais, lui, il l'avait pas vu. Mais j'avais compris que c'est ce fil qui allait pas et qui faisait que la radio marchait pas, quoi. Euh, et ensuite, j'ai pas eu de problème. Si, en français, j'ai été, j'avais un prof une fois qui a commencé à me prendre en grippe et qui vraiment se moquait de moi devant toute la classe. Et ça, c'était vraiment une période difficile, quoi. Ça, c'est vraiment des mauvais comportements. Ouais, Et moi, j'avais eu un autre prof à l'envers qui était vraiment quelque chose, et je crois que j'en avais parlé un petit peu la dernière fois, c'est un prof qui nous faisait de physique et de chimie, qui nous faisait voter sur les résultats d'exercice. Et donc ça, c'était très puissant parce que, bah, en plus de la physique, la chimie, c'était justement sur le processus d'établissement du pouvoir dans une classe, quoi. Qui prend le pouvoir dans une classe? Ben, c'est jamais les gens qui connaissent ou qui savent se débrouiller en physique et en chimie. C'est en général des leaders d'opinion, mais qui comprennent rien, qui prennent un choix au hasard et puis qui font voter tout le monde là-dessus, quoi. C'est assez impressionnant de voir ça, la dynamique de groupe, du pouvoir dans une classe. C'est assez impressionnant. Et c'est pas pratiqué, hein. Et je pense que si cette chose-là était pratiquée, ça serait très utile, mais je crois que c'est quasiment interdit par par les autorités éducatives. Donc, et il y a d'autres choses. J'ai découvert plus tard aussi en physique, ça m'avait beaucoup marqué, qu'on n'avait pas le droit de regarder dans les équations de Maxwell, bon, les équations de l'électromagnétisme. On peut avoir des solutions dans lesquelles il y a des énergies négatives et des masses négatives. Eh ben, on n'a pas le droit de regarder. C'est dans les équations, mais le programme, dont tu parlais tout à l'heure, bah, c'est interdit. On peut pas aller voir ça. C'est assez étonnant. Ça m'avait choqué à l'époque. Par rapport aux études, là, j'ai mon demi-frère qui est en sixième année de médecine. Alors, j'étais surpris. Il se tape quand même 6 ans de médecine, hein.
hyper dur. La première année de médecine, généralement, il faut la faire au moins 2 fois, tellement le niveau est sélectif, hein. C'est vraiment du bourrage de crâne, hein, pour travailler pour les lobbies derrière, hein. Donc c'est vraiment très très dur. Après 6 années de médecine, concours, donc c'est le concours où après les médecins vont choisir leur spécialité. Mais en fait, ils ne la choisissent pas eux-mêmes leur spécialité. C'est qu'en fait, après 6 années de médecine, là, un concours, là, il y avait 1200 personnes en France qui passaient le concours. Et simplement, ceux qui ont la meilleure note, bah, c'est ceux qui ont la meilleure note, du premier au dernier, qui choisissent leur spécialisation. Mm. Alors, tous ceux qui ont une meilleure note, ils choisissent en fait les jobs qui sont les mieux payés, chirurgien esthétique, etc. Après, il n'y a plus moyen pour les autres de faire ces études-là. Et finalement, donc lui, il me dit, bah, je viens de passer mon test, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Alors moi, j'aimerais bien être pédiatre. Pédiatre, c'est pas trop demandé, c'est à peu près dans la moyenne. Mais je lui dis, mais si tu réussis bien tu pourras peut-être faire autre chose, tu pourras peut-être faire un chien. Bah oui, si en fonction des résultats de mon test, mon concours, bah, je ferai peut-être un autre métier toute ma vie qui m'intéresse pas en fait s'il a pas. Mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Des Bah, études qui sont oui. tellement dures, on peut même pas choisir ce qu'on fait. Et c'est que les meilleurs du bourrage de crâne qui vont. C'est scandaleux, la médecine actuelle. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Je pensais qu'il y avait moyen de choisir la cardiologie ou la chirurgie. Il y en a qui n'aiment pas. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est que du bourrage du crâne. Et à mon avis, je soupçonne même certains qui ont les résultats à l'avance. À mon avis, il y en a certains issus de la grande bourgeoisie qui ont peut-être même les résultats à l'avance, on ne sait pas. En tout cas, c'est scandaleux ce système éducatif pour les médecins. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être complètement différent. Enfin, c'est vraiment pour les Moi, ingénieurs, c'est un ça peu serait pareil dans pareil. les écoles d'ingénieurs, hein. Les Voilà, c'est concours un sont niveau qui est organisés de la très, même très manière. sélectif, hein. Il faut s'accrocher, hein, vraiment pour ces études-là, Mais alors on que je peut en pense qu'on sortir, la preuve. voilà. Voilà. Mais à côté des études approfondies, je pense qu'il y a la plupart des gens n'ont pas la vocation de faire des très grandes études, mais avec un niveau de compétence moyen, déjà sortir du lycée, ils pourront très bien s'occuper de la voirie, faire des services, faire tout un tas de métiers qui suffiront simplement à subvenir à l'ensemble des besoins de la collectivité pour leurs besoins primaires. Voilà, c'est ça à la base, hein. C'est pas de Oui, mais faire des actuellement, grandes c'est aussi études. le problème inverse. C'est que ça marche bien à l'école, t'es un peu comme dans un toboggan, hein. On te laisse même pas sortir, aller faire ce que. Je sais pas, moi j'aurais peut-être eu envie d'aller m'occuper du bois, d'aller m'occuper de la ferme de mes grands-parents, mais j'étais conduit naturellement. Chaque année, il y a une petite décision, et puis ben, au bout de la décision, au bout de toutes les petites décisions, tu t'aperçois que tu as choisi de pas travailler à la ferme, quoi. Voilà. Je pense qu'on aurait dans une société sans argent, avec un système d'éducatif comme celui dont on a échangé, on aurait du coup une autre vie, hein, et probablement d'autres vocations. Hein, c'est tout à fait possible. Moi, je sais que, par exemple, j'adore le bois, l'odeur du bois. Et j'aurais été heureux de travailler dans une scierie ou de faire des bénisteries, de faire des meubles en bois. J'aurais été content de faire ça. Simplement, j'ai trouvé d'autres moyens de gagner de l'argent qui me permettent de gagner beaucoup plus d'argent. Donc, je ne veux pas faire ça, hein. Je suis pas con, quoi. Ouais, alors que dans un système sans argent, bah, peut-être que lundi et le mardi, je travaillerai comme ébéniste. Et le mercredi, je serai peut-être professeur d'ostéopathie. Et le jeudi et le vendredi, je serai peut-être professeur d'anglais. Et le mois d'après, je ferai peut-être d'autres choses. C'est comme ça que je vois le milieu du travail. Hein, donc, je Bon, mais propose c'est que aussi lié, oui, je suis tout à fait d'accord, mais c'est aussi lié justement au blocage créé par le système monétaire qui est là pour t'empêcher de faire ce que tu veux. Et un des points, des choses qui fait que les gens choisissent une filière alimentaire, j'allais dire, mais pour s'alimenter en argent, en monnaie, c'est parce que sinon ils risquent de se retrouver sans monnaie. Ils peuvent pas prendre le temps voilà, tout à d'apprendre fait, bien sûr. ce qu'ils ont envie parce que sinon ils ont pas de monnaie. Donc Voilà. Moi, on je est dans serais un système de blocage à la base dans le système actuel. complètement. Et ça, c'est le milieu du travail, justement. Donc ça sera l'objet de notre prochaine table ronde. Ça sera le travail. Hein, moi, je me verrais tout à fait dans une société sans argent, être ostéopathe, par exemple, le lundi et le mardi. Le mercredi, aider au service à la cantine, le jeudi faire les rayons dans un centre alimentaire, vraiment de la manutention, et puis le vendredi être professeur de sport pendant un mois ou deux, et puis peut-être que le mois d'après, je change, que le matin ou que l'après-midi. Voilà, donc ça sera l'objet de notre prochaine rencontre. Donc je propose
que notre... Thierry, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, peut-être si c'est possible. Ouais. Sur les métiers de la santé, c'est vraiment aussi, en fait, tout est cohérent. Toutes les caractéristiques des activités sociales est cohérente avec la société qui les met en place. Et les métiers de la santé, c'est aussi caractéristique ce devraient être des métiers profondément humains dans la relation thérapeutique. Ils sont eux-mêmes maltraités, les soignants et les soignantes. Ils choisissent pas, comme tu dis, ils vont subir leur orientation. Donc peut-être qu'il y en a qui retrouveront à être psychiatres alors qu'ils en ont absolument rien à foutre de la psyché humaine et de la souffrance ou du bien-être. Non mais voilà, hein. Et ils ont aussi appréhendé les études de la médecine sur un paradigme unique qui est le paradigme biomédical. Donc ça devient des techniciens hors pair, des plombiers en fait du corps humain hors pair en oubliant tout le reste. Et là, on est encore dans cette vision très spécialisée qu'on évoquait et qui, dans un monde sans argent, serait dépassée, c'est-à-dire par une perspective holistique et globale et que toutes les dimensions soient prises en compte, comme on l'a évoqué en fait dans toutes les activités humaines fondamentales. Voilà. En fait, on pourrait imaginer à l'école, par exemple, dès le collège, des cours sur la médecine chinoise, avec les méridiens, et puis l'année d'après, des cours sur la médecine indienne, sur le corps, hein. La plupart des gens, quand je leur demande, est-ce que tu sais où est ton foie, où est ta rate, et combien de côtes t'as, la plupart des gens ne savent pas où est leur rate, ils connaissent rien. On connaît rien, en fait. On sort à 18 ans, on ne sait pas ce qu'on va foutre, mis à part vouloir gagner de l'argent. Bon, il y a des gens qui sont guidés, hein, qui ont une vocation, qui s'incarnent en ayant une vocation mathématique et qui ont des prédispositions. Heureusement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je crois que notre système actuel, vraiment, il y a une grande révolution à faire, hein. Voilà, ben, je vous propose que notre table ronde s'achève sur ces belles paroles, hein. Je vous propose de nous retrouver pour une prochaine table ronde, hein, qui aura pour but, le thème de la prochaine table ronde sera justement le thème du travail. Donc je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, merci Un beaucoup. monde sans argent, Au revoir. un monde sans misère, un monde où les gens sont tous frères. Un monde sans argent, un monde sans misère, un monde où les gens sont tous frères.